Bonjour et bienvenue dans cette présentation, cette capsule numéro 15 sur la mobilisation des ressources. Cette session de mobilisation des ressources comporte plusieurs séquences. Un webinaire avec une experte en collecte de fonds qui est basée sur vos réponses à notre questionnaire. Cette vidéo qui présente ce qu'est la mobilisation des ressources et un panorama des différentes ressources potentielles avec des exemples pratiques. Et enfin, une vidéo qui présente l'outil pour élaborer votre stratégie. Et ensuite, à vous de jouer. Au terme de cette session thématique sur la mobilisation des ressources, vous serez capable d'identifier les différents types de ressources adaptées à vos projets, de valoriser et utiliser au mieux vos ressources existantes et de déterminer comment mobiliser d'autres ressources, de formaliser une stratégie de mobilisation de ressources pour votre projet et d'identifier des bonnes pratiques en matière de mobilisation des ressources. Lorsqu'on parle de ressources, on pense en général à des ressources financières. Mais il y a différents types de ressources, les ressources humaines, bénévoles, salariés, les ressources matérielles et les ressources financières. Les ressources humaines et matérielles peuvent diminuer les besoins en ressources financières et il ne faut donc pas les négliger. L'important dans un premier temps, c'est de prendre conscience de toutes les ressources qui sont déjà existantes autour de vous, dans votre réseau, pour mieux définir spécifiquement quels sont les besoins de votre organisation pour tel projet et voir les opportunités. Mobiliser des ressources humaines, c'est construire un réseau de compétences autour de vous. Votre carnet d'adresses est un trésor. Les compétences peuvent être sur la durée, pour la gestion administrative de l'organisation, ou ponctuelles, ou simplement des personnes ressources ponctuellement pour un événement, pour le contact avec une entreprise ou avec un partenaire particulier. Les ressources humaines, dans un premier temps, sont souvent bénévoles. Parfois, on arrive à les salarier par la suite. L'important aussi, c'est de bien valoriser ces ressources. D'une part, pour les personnes elles-mêmes et pour votre organisation, pour qu'elles aient envie de continuer à s'impliquer, mais aussi auprès des partenaires financiers. Pour eux, pour les bailleurs de fonds, cela montre toutes les ressources propres de votre organisation, une sorte d'autofinancement, et cela permet aussi de relativiser les frais administratifs de votre organisation en montrant le nombre d'équivalents plein temps qui sont engagés par des personnes bénévoles. Elles ne peuvent pas figurer dans un budget, vu qu'il n'y a pas de flux financier, mais par contre, elles peuvent figurer dans votre rapport annuel. Lorsqu'on parle de ressources matérielles, on pense souvent à des dons en matériel. Souvent, des écoles, des hôpitaux cherchent à donner du matériel de deuxième main. Il faut toujours réfléchir aux coûts cachés de ce matériel, les coûts de transport, les coûts de douane, la durabilité du matériel, la concurrence déloyale que cela peut faire à des artisans sur place. Mais il ne faut pas oublier que les ressources matérielles peuvent être trouvées dans la région du projet. Et qu'à ce moment-là, ça peut être un apport énorme pour votre projet. Dans les étapes précédentes de construction de votre projet, vous avez défini des résultats que vous souhaitez atteindre, qui se traduisent dans des activités, et chaque activité a un coût, et ces coûts se retrouvent dans un budget. Il faut bien distinguer deux types de budgets. Il y a le budget de votre organisation, et ensuite le budget d'un projet spécifique. Toujours réfléchir auquel vous souhaitez présenter aux personnes ou aux institutions que vous contactez. Pour chaque budget, vous allez identifier des sources de financement thématiques ou géographiques et savoir comment vous allez rechercher des financements pour ce budget, ce qu'on appelle un plan de financement. Ensuite, en fonction des sources que vous avez définies, vous devrez adapter vos outils de communication, comme dit précédemment. Là, s'adresser à un partenaire financier, ça veut dire lui expliquer en quoi est-ce que c'est dans son intérêt aussi de soutenir votre projet. C'est intéressant aussi de réfléchir en amont à quelle contrepartie vous pourriez utiliser, quelle contrepartie vous pouvez offrir, par exemple en termes d'information, de feedback, de photographie, voir si c'est une entreprise de produits que vous pourriez donner en retour.
La coopération au développement se fait toujours en partenariat. Et ce partenariat doit aussi se retrouver au niveau de la mobilisation des ressources. Vous avez votre organisation ici en Suisse, vous avez votre organisation partenaire dans la région du projet. Dans chacun de ces deux endroits, vous avez différents niveaux sur lesquels vous pouvez aller rechercher des forces. Et cette mobilisation à deux vitesses, avec deux organisations bien implantées dans les deux pays, est une grande force. Parfois, l'organisation locale, proche du projet et de ses activités, c'est plus facile de mobiliser des ressources humaines. Parfois, en Suisse, c'est plus facile de mobiliser des ressources financières. Mais il est important de bien décortiquer au niveau de l'organisation locale, du cercle restreint de vos adhérents, de vos membres, au niveau communal ou régional, et ensuite, suivant l'implantation de l'organisation et la taille de vos projets, le niveau national, voire le niveau international. Vous trouverez ci-dessous quelques catégories de donateurs ou de partenaires financiers à qui vous pouvez vous adresser pour rechercher des fonds pour votre projet. Je ne vais pas tout passer en revue, mais on peut voir quelques avantages et inconvénients. Donc les membres ou les actionnaires pour les entreprises, donc c'est des personnes qui participent à la structure. En général, c'est des personnes qui ont un engagement à long terme, mais qui ont aussi un pouvoir de décision sur votre organisation. Par contre, les cotisations ou les dons sont des dons libres que vous pouvez utiliser à votre bon vouloir. Et ça, c'est un avantage certain. La collecte de fonds auprès de privés, type emailing, collecte, appel aux dons par la poste, là, vous entrez dans un marché extrêmement concurrentiel où vous vous retrouvez face à des grosses structures qui ont une armada de professionnels pour rechercher des fonds privés. Donc c'est plutôt difficile pour une petite structure. Par rapport aux grands donateurs, donc c'est-à-dire des personnes qui seraient vraiment mécènes de votre projet, là, vous êtes obligé de passer par un réseau personnel. Alors là, une fois de plus, on en fait appel à vos ressources humaines. Par contre, les événements, que ce soit des actions de rue, que ce soit la participation à des courses, que ce soit des stands, ça vous permet non seulement de récolter de l'argent, mais aussi de faire connaître votre projet. Donc ça veut dire que dans un certain sens, vous sensibilisez des gens qui après pourraient devenir à la fois des ressources bénévoles ou des donateurs pour votre projet. Les actions en ligne ou le crowdfunding, j'y reviendrai par la suite. Si l'on sort des donateurs privés, on peut retrouver plusieurs catégories qui peuvent être intéressantes pour vous. D'abord, les clubs services type les Rotary. C'est des groupes qui soutiennent volontiers des projets. Après, il est parfois difficile de trouver la porte d'entrée. Là aussi, il faut passer par votre réseau personnel ou alors de temps en temps sur leur site internet, vous trouvez les thématiques qui les intéressent. Les églises, les mosquées, les synagogues organisent parfois des collectes. Là aussi, en général, c'est des contacts personnels qui vous permettent de rentrer. Il faut savoir qu'en Suisse romande, les églises traditionnelles n'ont pas beaucoup d'argent. En Suisse allemande, ils en ont beaucoup plus. Mais par contre, il y a des valeurs éthiques qui sont souvent partagées et qui font des collectes, des bonnes ressources pour les projets de coopération. Les fondations privées, la philanthropie en Suisse compte un nombre incroyable de fondations. Il y en a beaucoup dans tous les cantons. Il y a à la fois ce qu'on appelle des fondations opérationnelles, donc qui mettent en œuvre elles-mêmes les projets, type Terre des Hommes par exemple, mais aussi des fondations donatrices, Swiss Philanthropy Foundation, etc. Là, il faut à chaque fois aller regarder le but de la fondation, trouver son adresse, trouver une personne de contact. C'est un travail ardu et qui est beaucoup plus aisé si vous connaissez quelqu'un, soit de leur conseil de fondation. Je vous ai mis à la fin le répertoire des fondations en Suisse où vous trouvez tout le registre du commerce des fondations. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine et souvent il y a beaucoup d'essais de contact qui se font auprès de notaires qui ne vous répondent jamais. Au niveau des collectivités publiques, dont les fédérations en Suisse romande font partie, là, c'est plus facile dans votre commune de résidence, par exemple,
ou dans les grandes villes, parfois ils ont des thématiques qu'ils soutiennent et là, en général, ça se fait par l'envoi d'un dossier. Les écoles professionnelles ou les instituts peuvent être intéressants pour des partenariats technologiques ou parfois pour du matériel, parfois pour des compétences en formation. Les entreprises, attention, on peut décrocher un contrat de sponsoring. Attention toutefois à bien se rendre compte de ce qui est recherché du côté de l'entreprise, de l'éthique du domaine, de la contrepartie qu'ils recherchent et de comment votre image pourrait être utilisée et si vous êtes d'accord qu'elle soit utilisée de la manière dont ils comptent le faire. Ne pas toujours penser aux multinationales, mais penser souvent aux PME qui sont actives dans votre domaine de projet et qui peuvent être intéressées et peut-être plus faciles à contacter. Après, au niveau des instituts bancaires, vous pouvez obtenir des prêts, des crédits, des cautions. Là, c'est davantage pour des entreprises que pour des organisations. Je vous ai mis encore quelques possibilités. Les crédits carbone que nous ne recommanderions pas parce que souvent pour être accrédité, c'est un processus extrêmement long et pour parfois pas beaucoup de résultats. Il y a des concours, des bourses, parfois publiques, parfois privées, auxquelles vous pouvez participer. Il y a aussi des aides indirectes, par exemple être agréé comme une organisation qui peut accepter des services des civilistes ou des emplois de solidarité. Et puis les universités ou des écoles professionnelles qui peuvent vous offrir un support technique ou des conseils pour un domaine. Ici, on vous a mis quelques exemples de mobilisation des ressources qui ont été faites par des organisations. La première, c'était l'association de lutte contre l'Alzheimer qui avait fait un partenariat avec un hôtel, avec une nuit dont pour chaque nuit, il y avait un montant de 50 francs qui était reversé à l'association. Sur le moment, il n'y a pas eu beaucoup d'effets. Par contre, ça a été un succès à long terme parce que les personnes qui avaient participé à l'action, qui étaient allées à l'hôtel, sont souvent restées donatrices par la suite. À droite, il y a l'association Labrique qui avait fait un partenariat avec une entreprise de packaging et l'entreprise avait offert à la fois le marketing et le produit du chocolat au profit de l'organisation. Là, vous avez deux exemples d'événements qui ont été organisés, une par l'organisation Waves qui avait mis en place une course de paddle avec des sponsors où pour chaque kilomètre l'association recevait un montant, enfin qui s'engageait à verser un montant pour chaque kilomètre parcouru par les participants. À droite, vous aviez l'organisation Norla qui avait choisi une marraine. C'est une organisation qui travaillait dans les montagnes, donc là aussi une cohérence entre la recherche de fonds et les projets de l'association qui se déroulaient au Népal. Deux exemples de stands de rue. Alors, AMCO, eux, avaient dans un premier temps l'intention de faire de la sensibilisation à travers leur stand de cuisine. Donc c'est vrai que leur engagement, il n'était pas uniquement de mobiliser des ressources, parce que tenir un stand et proposer de la cuisine, etc., c'est un investissement énorme en temps et en ressources humaines. Donc là, si l'objectif est à la fois de sensibiliser, de prendre du temps pour discuter et de rechercher de l'argent, c'est parfois un bon moyen. À droite, de nouveau, l'association La Brique qui avait un stand où là, elle ne vendait de l'artisanat. Ça demande un peu moins de temps, mais c'est quand même du temps pour des bénévoles de passer des journées à expliquer et à parler de leur projet. Quelques mots sur le crowdfunding. Donc c'est de la récolte de fonds auprès de donateurs privés. C'est une campagne qui est limitée dans le temps et sa spécificité, c'est de proposer des contreparties. C'est-à-dire chaque donateur qui donne un montant reçoit en échange, par exemple, pour 50 francs, vous recevez tant de paquets de chocolat, pour 200 francs, etc. Il y a quelques années, on a pensé que le crowdfunding était la solution idéale pour la recherche de fonds. Il y a des avantages. C'est particulièrement adapté pour les entreprises qui ont des produits qui peuvent donner en échange du soutien. Ça permet de construire un réseau et ça permet de se faire connaître, de tester le public à long terme. Mais il y a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que ça demande un fort investissement à un moment donné. Il faut que ce soit extrêmement bien préparé, avec une liste de personnes à qui vous l'envoyez, avec un réseau pour le diffuser, avec des relances. Il faut extrêmement bien planifier toute la communication.
Suivant les plateformes, elles peuvent prendre jusqu'à 20% de frais. Et par ailleurs, suivant les plateformes aussi, si vous n'atteignez pas votre montant, tout disparaît. Enfin, tout disparaît dans le sens, vous ne touchez rien et tout est rendu aux personnes. Donc il faut vraiment bien planifier et se renseigner sur quel type de plateformes sont adaptées à votre projet. 2 questions qu'on vous propose de vous poser si vous envisagez du crowdfunding. C'est d'abord de vous poser la question si votre projet est adapté. Je vous laisse lire les points qu'on a tirés des enseignements de plusieurs organisations membres de la FEDEVACO. Et aussi, est-ce le bon moment? C'est-à-dire qu'il faut bien timer le moment où vous avez les compétences en communication, où tout est prêt, où vous avez quand même déjà quelque chose à montrer, des réalisations qui ont été faites par le passé, et un objectif extrêmement clair et précis pour cette recherche de fonds. Si on doit résumer cette introduction à la mobilisation des ressources, quelques points. Donc déjà, commencez par faire un état des lieux des ressources internes de ce que vous avez déjà. Et bien cibler quels sont les besoins par ordre de priorité. Ne pas oublier les ressources non financières, c'est-à-dire humaines ou matérielles. Toujours penser que votre carnet d'adresses est un trésor. Votre ancrage dans la région, qui plus est pour vous dans 2 régions, est extrêmement importante et vous donne un réseau qui peut être mobilisé. Toujours bien faire le lien entre la mission, l'objectif de votre projet, la communication, qu'est-ce que vous en dites, comment, avec quelles images, et comment est-ce que vous formulez votre message pour l'adapter à la personne à qui vous vous adressez. La recommandation, c'est on ne trouve pas un donateur, on le rencontre. Diversifier ses sources de financement, toujours réfléchir aux différents niveaux, local, régional, national, international. Personnaliser les messages et les dossiers, ça ne sert absolument à rien d'envoyer un dossier type à plein d'institutions. Il faut toujours une lettre pour montrer au donateur en quoi est-ce que votre projet rencontre son intérêt. Et à la fin, toujours remercier, raconter les effets de votre projet, ce que ça a permis, ce que le financement a permis, montrer des témoignages afin que les personnes restent aussi et soient fidèles à votre projet et restent intéressées et, qui sait, soutiennent un projet par la suite. Et au final, tout est bon à prendre, soyez créatifs mais restez éthiques, réfléchissez parfois d'où vient l'argent et parfois à bien communiquer sur votre projet et à ne pas tromper des donateurs évidemment.